Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Merci de votre fidélité sur nos antennes. Nous allons revenir ensemble sur les principales actualités qui ont marqué cette semaine dans le pays, mais également à l'international. Pour commencer, hier soir, aux environs de 20h, le président de la refondation, le colonel Ranjanirina Michael, est arrivé à Durban, en Afrique du Sud. Il fait partie des chefs d'État qui prennent part au 46e sommet de la SADC, une rencontre au cours de laquelle le président de la refondation participera aux discussions et aux décisions prises portant notamment sur le renforcement de la coopération économique et diplomatique dans la région australe. Plusieurs sujets devraient être au cœur des échanges, notamment les questions économiques, le développement des infrastructures, l'agriculture, ainsi que la transformation des ressources stratégiques. Le programme du président de la refondation est particulièrement chargé. Durant son séjour à Durban, il a notamment participé dès ce matin à la réunion de la Troïka de la SADC. Des rencontres bilatérales avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont également prévues. Afin de renforcer également la coopération directe entre les pays, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC se tiendra quant à lui lundi, une rencontre majeure pour cette organisation régionale dédiée au développement et à l'intégration des pays d'Afrique australe. Les 10 et 11 août dernier, le président de la refondation était en visite au Tchad. Il a été accueilli par N'Djamena, par les autorités tchadiennes. Cette visite visait à renforcer les relations entre les deux pays. Madagascar et Tchad souhaitent développer leur coopération. Le président Ranjanirina Michael a également participé aux cérémonies du 66e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Récit de Voula Rafarassou. Le renforcement de la fraternité et de la coopération entre les pays africains constitue l'un des axes privilégiés par le président de la refondation de la République, le colonel Michael Ranjanirina, dans sa vision du développement de l'Afrique. Cette volonté s'est notamment illustrée lors de son déplacement à N'Djamena, où il a été reçu au palais présidentiel par le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. Les deux chefs d'État ont eu un entretien à huis clos consacré principalement au renforcement des relations bilatérales et de la coopération entre Madagascar et le Tchad. Le président de la refondation de la République a également rendu hommage à son homologue tchadien à l'occasion des célébrations du 66e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Au-delà des cérémonies officielles, plusieurs questions relatives au développement de la coopération entre les deux pays ont été abordées. Les échanges devraient se poursuivre dans les prochains mois, le président tchadien ayant exprimé sa volonté de se rendre à Madagascar. Cette prochaine visite devrait permettre d'identifier plus précisément les différents domaines de coopération susceptibles d'être développés entre les deux pays. En marge de cette visite, à cette occasion, le président malgache s'est également entretenu avec le président de la Guinée-Bissau. Ce dernier figurait parmi les chefs d'État africains invités à prendre part aux festivités marquant l'indépendance du Tchad. Le Tchad fait partie des pays africains ayant accédé à l'indépendance en 1960 après plusieurs décennies de colonisation française. En 1958, le pays était devenu une république à la suite d'un référendum organisé sous l'impulsion du général de Gaulle. François Tombal Mbaye fut le premier président du Tchad. Cette année, le pays a célébré le 66e anniversaire de son indépendance à travers un grand défilé militaire organisé sur la place de la Nation à N'Djamena. Plusieurs chefs d'État africains, dont le président malgache et son homologue bissau-guinéen, ont pris part aux cérémonies. À l'issue de cette cérémonie, le président de la refondation de la République, Michael Ranjanirina, s'est entretenu avec la presse. Il a notamment évoqué les responsabilités qui l'attendent dans le cadre du processus de refondation engagé à Madagascar. Il a notamment évoqué les responsabilités qui l'attendent dans le cadre du processus de refondation
engagés à Madagascar, ainsi que les enjeux liés au développement du pays. Toujours dans le cadre de la coopération de Madagascar avec les autres pays, l'Inde, alliée de longue date de Madagascar, a réaffirmé sa volonté de soutenir la grande île dans son développement économique à travers son chargé d'affaires lors de la célébration de la fête de l'indépendance de l'Inde, célébrée le 15 août. L'Inde, aujourd'hui le pays le plus peuplé au monde, a obtenu son indépendance il y a 81 ans. La cérémonie de célébration a eu lieu avant-hier à Nkourjan, hier plutôt, en présence de quelques membres du gouvernement et de plusieurs personnalités. Marchara Markout sur les images de Jakira Koutmang. La lutte pacifique et non violente menée par l'Inde pour obtenir son indépendance, fondée sur les principes de Mahatma Gandhi, a inspiré de nombreux pays d'Asie et d'Afrique à lutter à leur tour pour se libérer du colonialisme. Cette même philosophie a également influencé les constitutions de plusieurs pays. L'Inde célèbre cette année les 80 ans de son indépendance. Selon le chargé d'affaires de l'Inde, Mohit Kumar, les valeurs et l'esprit défendus par Gandhi restent encore aujourd'hui des bases importantes de la politique et de l'action de l'Inde. Au fil des années, l'Inde a mis en œuvre de nombreux efforts et réformes qui lui ont permis de devenir l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde et de renforcer son influence dans plusieurs domaines sur la scène internationale. Le modèle indien de coopération pour le développement repose sur le dialogue, la consultation et la participation. Il propose une forme de partenariat respectueuse des pays concernés et vise à leur permettre de mieux développer leurs capacités et leur potentiel. L'Inde a notamment joué un rôle important dans l'intégration de l'Union africaine comme membre permanent du G20 en 2023. Cette initiative montre clairement la volonté de l'Inde de travailler aux côtés du continent africain et de renforcer la coopération entre les pays du Global South, c'est-à-dire les pays en développement. Aujourd'hui encore, l'Inde soutient la demande de l'Afrique d'obtenir la place qui lui revient au sein d'un Conseil de sécurité des Nations Unies réformé. L'Inde et Madagascar sont des pays voisins par l'océan Indien. Les liens d'amitié entre les deux pays existent depuis plusieurs siècles. Cette relation couvre aujourd'hui plusieurs domaines. Face aux catastrophes naturelles qui touchent Madagascar, l'Inde ne reste pas indifférente aux difficultés de la population malagasy. À la suite du cyclone Gizani et de la sécheresse, le gouvernement indien a notamment offert 5000 tonnes de riz au peuple et au gouvernement malagasy. Cette aide s'ajoute à une première assistance humanitaire de 30 tonnes, comprenant des médicaments, des couvertures, des tentes et des réservoirs d'eau. L'Inde participe également au développement de Madagascar à travers plusieurs programmes. Chaque année, des centaines de fonctionnaires malagasy renforcent leurs compétences grâce aux différentes formations proposées dans le cadre du programme high-tech. Des bourses d'études sont également accordées aux étudiants malagasy à travers le programme ICCR. Dans le domaine de la santé, l'Inde apporte également son soutien. Elle a notamment fourni des équipements à l'hôpital CHU Jira permettant la réalisation de traitements de radiothérapie contre le cancer. Grâce à cette coopération, plus de 1800 patients atteints de cancer à Madagascar ont pu bénéficier de soins. À cela s'ajoute la possibilité pour certains patients malagasy de recevoir des soins spécialisés en Inde. Cette coopération s'inscrit dans la vision internationale Mahasagar portée par le gouvernement indien, dirigé par le Premier ministre Narendra Modi. Le tanker transportant le gasoil destiné à la Jirama ainsi que celle acheminant la garnison du groupe des pétroliers de Madagascar ou GPM sont arrivés à Thomasna le 12 août 2026. Cette cargaison devrait permettre d'approvisionner la Jirama en carburant pendant 6 mois. Selon le président de la refondation, il s'agit d'une étape importante dans le processus de redressement de l'approvisionnement en électricité et en eau à Madagascar. Il affirme qu'aucun gouvernement précédent
précédent n'avait entrepris une telle démarche. Il s'est rendu au port de Touamasn pour constater l'arrivée de ces cargaisons de carburant. Le président de la refondation a également indiqué qu'une évaluation sera menée afin de déterminer si la consommation de carburant de la Jirama a augmenté ou diminué. Cette acquisition de carburant a été rendue possible grâce à une coopération avec le Niger. Et les députés ont tenu mardi une séance à huis clos à l'Assemblée nationale qui a duré environ 3 heures. La séance a été consacrée à l'examen des rapports et des travaux de commission d'enquête parlementaire, notamment l'enquête portant sur la société Jirama. Lors d'un échange avec la presse, le président de l'Assemblée nationale, Siten Randjana Soulnek, a apporté des éclaircissements concernant les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Il a notamment démenti les rumeurs faisant état d'une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale et de son bureau permanent. Siten Randjana Soulnek, président de l'Assemblée nationale, a affirmé qu'il s'était entretenu avec le président de la refondation et en a fait part de leur discussion aux députés. Les travaux au sein de cette institution se poursuivent normalement, notamment les enquêtes parlementaires consacrées à plusieurs dossiers d'importance, parmi lesquels figure le dossier de la Jirama. À ce titre, le budget nécessaire à la réalisation de ces différentes enquêtes a d'ores et déjà été approuvé en Conseil des ministres. Et dans un tout autre sujet, à Mahajanga, le Premier ministre Mamti Naradon Arsan a assisté à la cérémonie d'ouverture officielle du sport scolaire 2026. Pendant plusieurs jours, 2 jeunes sportifs venus de différentes régions de Madagascar ont participé aux compétitions dans un esprit de fair play et de solidarité. Voulara Farassou sur les images de la TVM Mahajanga. Plus de 400 élèves venus des 4 coins de l'île sont arrivés à Mahajanga pour participer au sport scolaire 2026. L'unité et la capacité de chacun à travailler ensemble constituent l'une des clés du développement du pays, a déclaré le Premier ministre chef du gouvernement, Mamti Naradon Arsan, lors de l'ouverture officielle de la compétition dans la capitale de la région Bouéni. Il a souligné qu'il était particulièrement réjouissant de voir des enfants malgaches venus de différentes régions du pays se retrouver à l'occasion de cet événement. Cette édition est marquée par une nouveauté importante. Il s'agit de la participation de l'enseignement technique. Si auparavant, seul le ministère de l'Éducation nationale y prenait part. Selon le Premier ministre, cette démarche s'inscrit dans la méthode du travail du gouvernement qui consiste à agir ensemble, chaque ministère ayant sa part de responsabilité. Un appel à la solidarité a également été lancé. Les Malgaches doivent s'entraider lorsqu'il s'agit de réaliser des actions communes selon le message transmis par le chef du gouvernement. À noter également la participation pleine et entière des élèves en situation de handicap ainsi que des enfants atteints d'albinisme. Cette inclusion témoigne de l'attention portée par le gouvernement à l'ensemble de la population malgache, notamment aux personnes les plus vulnérables. Le Premier ministre a par ailleurs lancé un appel aux Malgaches pour mettre fin aux enlèvements et aux violences visant les enfants, en particulier les albinos, soulignant que de tels actes sont inacceptables. Il a averti que les personnes reconnues coupables s'exposeraient aux sanctions les plus sévères et a encouragé la population à ne pas hésiter à dénoncer les auteurs de tels actes. Ces jeux scolaires constituent une occasion de rassembler les élèves venus de toutes les régions de Madagascar autour de compétitions sportives leur permettant de mettre en valeur leurs capacités, leurs talents et leur esprit de compétition. L'organisation du sport scolaire à Bouéni a été menée conjointement par le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement technique et le ministère de la Jeunesse et des Sports. La compétition a été lancée officiellement le 10 août dernier et s'est clôturée aujourd'hui le 16 août 2026.
La journée africaine de décentralisation et du développement local ainsi que la journée africaine de l'état civil ont été célébrées le 10 août à la commune urbaine d'Antananarivo. Pour cette année, le thème national retenu est une décentralisation plus poussée pour le développement des collectivités territoriales et la promotion des droits fondamentaux. Ce thème s'inscrit pleinement dans la vision de la refondation qui place le développement local, le renforcement des collectivités territoriales et l'accès effectif des citoyens à leurs droits fondamentaux au cœur de ses priorités. Un reportage de Meva Boudoualfouni. Le gouvernement poursuit ses efforts pour améliorer le système d'état civil à Madagascar afin de garantir à chaque citoyen l'exercice de ses droits fondamentaux. Longtemps confronté à des difficultés, notamment en matière de fiabilité et d'enregistrement des données, l'état civil fait aujourd'hui l'objet d'une attention particulière de la part des autorités. Cette modernisation repose d'abord sur un cadre juridique renforcé. Plusieurs textes réglementaires doivent ainsi être actualisés afin de permettre la mise en œuvre des différentes réformes. Les nouvelles technologies occupent également une place importante dans ce processus. Parmi les initiatives engagées figurent notamment le lancement de l'enrôlement biométrique destiné à renforcer la fiabilité et la sécurisation des données d'état civil. Par ailleurs, les collectivités territoriales décentralisées bénéficient d'un appui technique, matériel et financier à travers plusieurs projets déployés dans différentes régions du pays. Madagascar poursuit également la mise en œuvre de son plan national de décentralisation et de développement local. Les textes qui encadrent ce processus ont été révisés et des commissions ont été mises en place afin de définir les compétences à transférer. Les textes qui encadrent ce processus ont été révisés et des commissions ont été mises en place afin de définir les compétences à transférer aux collectivités territoriales décentralisées. Ainsi, Madagascar poursuit également la mise en œuvre de son plan national de décentralisation et de développement local. Les textes qui encadrent ce processus ont été révisés et des commissions ont été mises en place afin de définir les compétences à transférer aux collectivités territoriales décentralisées ainsi que les ressources financières nécessaires à leur exercice. Cette année, la décentralisation est placée au cœur des priorités nationales avec pour objectif de faire des collectivités territoriales de véritables leviers de développement et de promotion des droits fondamentaux. L'ambition affichée est claire, permettre à chaque citoyen, sans distinction, de bénéficier pleinement des services essentiels, notamment l'accès à l'eau. De nombreuses zones basses de la capitale subissent chaque année les conséquences des crues en saison pluvieuse, entraînant des problèmes de santé publique et des difficultés de gestion urbaine. Mais désormais, des pistes de solutions existent. C'est ce qu'a révélé une récente thèse de maîtrise en géographie soutenue par Nathan Mayave, chercheur et journaliste également, chef de service d'information de la télévision nationale. Selon ses travaux, plusieurs facteurs expliquent pourquoi ces quartiers sont systématiquement inondés dès l'arrivée des fortes pluies. Parmi les cas étudiés, celui du Fuktan d'Ilanivato illustrait parfaitement la vulnérabilité de ces zones face à la montée des eaux. Meva Boudoualfouni et Rida Rakoutorsi. Chaque année, à l'arrivée de la saison des pluies, les habitants du Fuktan d'Ilanivato sont confrontés à des inondations récurrentes. Depuis plusieurs années, ces épisodes perturbent profondément la vie quotidienne des riverains qui dénoncent une situation devenue particulièrement pénible. La multiplication des constructions illicites dans les zones basses contribue également à aggraver les difficultés d'évacuation des eaux. À cela s'ajoute une croissance démographique rapide qui accentue la pression sur des espaces déjà vulnérables. Face à la répétition du phénomène, les habitants d'Ilanivato lancent régulièrement des appels aux autorités afin que des solutions durables soient mises en œuvre. Mais jusqu'à présent, aucune réponse véritablement efficace et pérenne n'a permis de mettre fin à ces inondations saisonnières.
C'est dans ce contexte que Nathan Mayav, chercheur au sein du département de géographie de l'Université d'Antananarivo, s'est intéressé aux conséquences des inondations sur la santé des populations et aux enjeux d'aménagement des zones basses de la capitale. Dans le cadre de ses travaux de recherche, il a notamment étudié le cas d'Ilan Vat, considéré comme particulièrement révélateur de la vulnérabilité d'Antananarivo face aux inondations. Pour mener son étude, le chercheur s'est également rendu dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment à Davamamb, à Tomading et à Peflou en Boudran. Si chacun de ces secteurs présente des caractéristiques particulières, Ilan Vat se distingue par la configuration de son habitat et son mode d'occupation du territoire. Selon Nathan Mayav, cette situation met en évidence la vulnérabilité structurelle de plusieurs quartiers d'Antananarivo face aux eaux de pluie. Plusieurs facteurs expliquent cette exposition accrue des zones basses aux inondations. Le premier concerne l'insuffisance ou l'absence de dispositifs efficaces d'évacuation des eaux. Le second est lié aux caractéristiques de la croissance urbaine. Dans la capitale, de nombreux ménages recherchent des terrains accessibles et abordables pour pouvoir se loger. Ilan Vat fait partie de ces espaces où le foncier est perçu comme plus facilement accessible, favorisant ainsi une augmentation rapide de la population. Cette croissance s'accompagne toutefois d'un paradoxe. Alors que les ménages modestes cherchent des terrains abordables pour construire leur logement, certains investisseurs disposent également des moyens nécessaires pour ériger d'importantes constructions dans des zones pourtant inadaptées à l'urbanisation. Ces constructions illicites peuvent alors perturber l'écoulement naturel des eaux et aggraver la situation dans les quartiers environnants. Au-delà du cas d'Ilan Vat, cette problématique pose la question de la responsabilité collective dans la gestion des zones inondables. L'État et les collectivités territoriales ont un rôle essentiel à jouer dans l'application des plans d'aménagement et le contrôle des constructions. Les citoyens, de leur côté, sont également appelés à respecter les règles d'urbanisme et à contribuer à la préservation des systèmes d'évacuation. La question de la propreté constitue, elle aussi, un enjeu majeur. Même lorsque des dispositifs d'évacuation existent, leur fonctionnement est souvent compromis par l'accumulation des déchets et l'obstruction des canaux. Le manque d'entretien et les comportements inappropriés contribuent ainsi à réduire la capacité d'évacuation des eaux lors des fortes pluies. Pour Fernand Nathan Mayav, la lutte contre les inondations en Antananarivo ne peut donc pas reposer sur une seule mesure. Elle nécessite une approche globale associée à aménagement urbain, contrôle des constructions, gestion des eaux pluviales, entretien des réseaux d'évacuation et responsabilisation des citoyens. Le cas d'Ilan Vat illustre ainsi une réalité plus large. Dans une capitale confrontée à une urbanisation rapide, l'occupation des zones basses sans planification suffisante peut transformer les pluies saisonnières en véritables problèmes de santé publique et de sécurité pour les populations. Ces travaux de recherche, réalisés dans le cadre de l'obtention des masters en géographie par Fernand Nathan Mayav, mettent finalement en lumière l'urgence. Journaliste et chef de service de l'information au sein de la TVM, le chercheur souligne à travers cette étude la nécessité d'apporter des réponses durables à un phénomène qui, année par année, continue de fragiliser les habitants d'Ilan Vat et d'autres quartiers bas d'Antananarivo. Madagascar fixe comme objectif de planter 100 000 hectares de nouveaux caféiers avec la technologie in vitro. Ceci est dans l'optique de renforcer la production nationale, mais également l'exportation afin de redevenir l'un des fleurons de la filière café. Dans les années 1980, Madagascar figurait parmi les grands exportateurs de café avec une production destinée à l'exportation atteignant jusqu'à 80 000 tonnes. Aujourd'hui, cette performance appartient au passé. Comme plusieurs cultures d'exportation, le vieillissement des caféiers malagasy a entraîné une baisse des rendements ainsi qu'une dégradation de la qualité de la production. Afin d'inverser cette tendance,
le gouvernement malagasy lance un ambitieux programme de relance de la filière café. Le projet prévoit la plantation de 100 000 hectares de caféiers dans les régions de l'Est et du centre de la Grande Île. La production issue de ces nouvelles plantations sera destinée à la fois à la consommation locale et au marché d'exportation. La mise en œuvre du projet se fera en partenariat avec Robens Group. Cette entreprise est spécialisée dans l'utilisation de la technique de culture in vitro, une méthode permettant d'améliorer la qualité et la productivité des cultures. Selon les responsables du projet, cette technologie contribue à limiter les maladies affectant les plants tout en augmentant les rendements. Chaque caféier pourrait ainsi produire jusqu'à 2,5 kg de cerises rouges, offrant de nouvelles perspectives pour la relance durable de la filière café à Madagascar. Pour clore cette édition, un mot sur les actualités internationales au Cisjordanie. Le siège du village de Kousra par des colons israéliens se poursuit toujours ce dimanche. Depuis une semaine maintenant, ces mêmes colons terrorisent les habitants, lançant des cailloux et autres projectiles sur les maisons. Incapables de se ravitailler sans être agressés, certains Palestiniens manquent aujourd'hui d'eau et de nourriture, et ce, malgré le déploiement de renforts de l'armée israélienne. Fin de cette édition du journal en version française. Merci de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Merci également à toute l'équipe qui se sont joints pour la préparation. Nathan Mayav sera parmi vous dans le journal en version malagasy. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.